Bonsoir tout le monde, mon nom est Charles-Mathieu Brunet, directeur d'Espace Botanique. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici au Jardin botanique de Montréal pour cette grande conférence Architecture et Nature. Une grande conférence qui est un peu spéciale. On profite d'un jury international pour discuter de la rencontre d'architecture et nature dans un contexte particulier aussi. On est en plein processus d'un concours pour le LEG, 375e anniversaire de Montréal, pour un LEG d'espace pour la vie, qui concerne j'allais dire le planétarium, c'est déjà été fait. Mais l'insectarium, le biodôme et le pavillon de verre du Jardin botanique. Et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment offrir l'opportunité à des personnes à travers le monde de réfléchir à ce lien humain-nature. Comment accompagner l'humain pour mieux vivre la nature, une expérience expérientielle, je me répète, forte, distinctive, conjuguer science et émotion. Et quand on dit distinctif, c'est unique. Et comment Montréal va se distinguer en ayant cette vision qui va être créée avec des architectes, des designers, des artistes à travers le monde pour finalement nous convaincre et nous aider à nous réinsérer dans cette nature si belle et si menacée. Alors, les grandes conférences, je vais faire un peu de pub en passant. La prochaine, c'est le 7 mai, Serge Payette, qui est le scientifique de l'année. Tout ce qui est au nord du 50e parallèle, c'est un spécialiste et un homme exceptionnel qui va venir nous rencontrer, donc, le 7 mai. Et ce concours, une facture aussi unique, que la première fois que se fait avec le Bureau du design de Montréal, qui a vraiment, et là je rigolais, Marie-Josée Lacroix, Caroline Dubuc et vos collègues sont exceptionnels. Et d'ailleurs, tout ce que vous organisez en termes de design, de concours à Montréal est formidable. Et c'est avec grand bonheur et joie que je cède la parole à Caroline Dubuc, qui va présenter nos distingués invités ce soir. Bonne conférence. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici ce soir. Alors, je me présente Caroline Dubuc, je suis commissaire au design au Bureau du design de la Ville de Montréal. Et j'ai le plaisir de présenter ce soir les 4 conférenciers que vous allez entendre, mais aussi ce sont 4 jurés, 5 si j'inclus Mme Charpentier, 6 si je tiens compte aussi de la présence de M. Brunel. Avant de présenter ces 4-ci, je voudrais aussi ajouter les noms de Rachel Légère, qui est directrice au Biodôme, et Normand Hudon, architecte de co-architecture, et Jean Baudouin d'Intégral Architecture, qui sont aussi les autres membres du jury. Gilles Vincent, merci, au pavillon de verre, pour le pavillon de verre qui est au Jardin botanique. Alors, ce soir, nous allons entendre, donc, je vous les donne dans l'ordre, et vous allez m'excuser, mais je vais lire parce que les bios sont assez denses. Et il y a beaucoup de prix, mais ça vous donnera un contexte important sur l'intérêt de ces personnes qui sont ici ce soir et qui vont faire partie du jury pour ce concours international. Alors, tout d'abord, Stephen R. Kellert, qui est professeur émérite spécialisé en écologie sociale et en biophilie de l'Université Yale. Monsieur Kellert, bonjour. Bonsoir. Juste pour vous identifier. Alors, professeur émérite en écologie sociale Tweedy Ordway et chercheur boursier principal de l'École de foresterie et d'études environnementales de l'Université Yale, Stephen Kellert est aussi membre du conseil d'administration de Biological Capital, une firme impliquée dans l'utilisation durable des terres et l'un des associés fondateurs... je pensais que ça m'arriverait, ça. Qui œuvre dans le secteur environnemental. Il a fait partie de comités de la National Academy of Science, siégé sur plusieurs conseils d'administration. Auteur de plus de 150 publications, il a réalisé en 2011 le documentaire vidéo Biophilic Design, The Architecture of Life avec Bill Finnegan. Son travail est centré sur la compréhension du lien entre l'humain et la nature, et particulièrement sur le besoin qu'ont les humains de la nature, la protection de l'environnement et le développement et design durable. La qualité de ses travaux lui a valu de nombreux prix et reconnaissances, entre autres.
le Distinguished Individual Achievement Award de la Society for Conservation Biology en 1990, le National Conservation Achievement Awards de la National Wildlife Federation en 1997, l'Outstanding Research Award for Contribution to Theory and Science de la North American Association for Environmental Education en 2005, le Professional and Scholarly Best Book of the Year Awards in Architecture and Urban Planning d'American Publishers pour son livre Biophilic Design en 2008, et le Lifetime Achievement Award de la Connecticut Outdoor and Environmental Educators Association en 2011. Bonsoir, Monsieur Kellert. Ensuite, nous allons entendre Mario Cucinella, qui est architecte. La firme se nomme Mario Cucinella Architecte SRL. Il est diplômé en architecture de l'Université de Gênes, en Italie, en 1987. Mario Cucinella a travaillé auprès de Renzo Piano à Gênes et à Paris jusqu'en 1992. Cette même année, il a fondé Mario Cucinella Architecte, un cabinet qui s'intéresse particulièrement aux termes énergétiques et environnementaux, au design industriel et à la recherche technologique. M. Cucinella a été professeur à la faculté d'architecture de Ferrare en Italie de 1998 à 2006 et professeur universitaire de l'Université de Nottingham en Angleterre depuis 2004. Il est également directeur de la PLI, qui est le Passive and Low Energy Architecture. Et en 2012, il a créé Building Green Futures, un organisme à but non lucratif qui veut intégrer l'architecture durable aux énergies renouvelables pour améliorer les conditions de vie des pays en voie de développement et faciliter l'accès aux ressources. En reconnaissance de son travail, Mario Cucinella s'est vu notamment décerner le Förderung Prize for Architecture de l'Académie des Kunst à Berlin en 1999, le Outstanding Architect Award du World Renewable Energy Congress à Denver en 2004, le MIPIM Architecture Review Future Projects Award et l'Energy Performance Architecture Awards qui a été remis à Paris en 2005, enfin le MIPIM Green Building Awards en 2009 et 2011 et le prix d'architecture Anse Catalina en 2012. Bonsoir, M. Cucinella. Par la suite, Édouard François, architecte et urbaniste de la maison Édouard François. Ancien élève de l'École nationale des beaux-arts de Paris et de l'École nationale des ponts et chaussées, Édouard François est architecte et urbaniste depuis 1986. Il a créé sa propre agence d'architecture, d'urbanisme et de design en 1998, devenue en 2012 la maison Édouard François. Il a enseigné dans plusieurs écoles dans le monde, dont l'EE à Londres, l'ESA qui est l'École supérieure d'architecture de Paris, le Design Academy de Eindhoven. Parmi ses réalisations, on compte l'immeuble qui pousse à Montpellier, qui a été construit en 2000, la Tower Flower à Paris en 2004. Son travail a été exposé internationalement, notamment au Guggenheim Museum de New York, au Victoria and Albert Museum de Londres, à la Biennale d'architecture de Venise, ainsi que dans plusieurs pays, Allemagne, Belgique, Liban, Brésil, Chine, ça va. Ces pièces font partie des collections permanentes du Centre Pompidou et du FRAC Centre. Édouard François a été élu créateur de l'année en 2011. Le Royal Institute British of Architects l'a nommé membre honoraire international pour sa contribution à l'architecture. En 2012, le ministre de la Culture et de la Communication lui a décerné le grade de chevalier des arts et des lettres. Bonsoir, Monsieur François. Bonsoir. Et enfin, nous entendrons Bill Reed, qui est expert en développement durable de Integrative Design Collaborative and Regenesis. Reconnu mondialement en tant que promoteur et spécialiste du développement durable, Bill Reed est un urbaniste de conseil et un intervenant dans le processus de conception. Il dirige 2 firmes, Integrative Collaborative et Regenesis Inc. Il est membre de Alliance for Regeneration, des organisations de services conseils pour la mise en œuvre de bâtiments écologiques et l'intégration du design Living System.
Il a agi en tant que consultant pour plus de 200 commissions sur le design écologique et a travaillé sur des projets de certification LEED, A et Platine, ainsi que des projets Living Building Challenge. Conférencier dans plusieurs universités, dont Harvard et MIT, il a participé à plus de 300 présentations et ateliers sur le design durable, régénératif et systémique. Bill Reed est l'un des fondateurs du US Green Building Council et il a été coprésident du comité technique LEED de sa création en 1994 jusqu'en 2003. Il a fait partie du comité de direction nationale du AIA Committee on the Environment et est le président fondateur de ANSI Committee on Whole System Integration, entre autres. Le travail de Bill Reed est centré sur l'implantation et la gestion du processus de design intégré et systémique, dans le but d'améliorer la qualité globale de la vie physique, sociale et spirituelle de nos lieux de vie et de la planète. Ses clients sont répartis un peu partout dans le monde, du service de design de construction de la ville de New York à l'Émirat d'Abu Dhabi, en passant par l'Afrique du Sud, le Mexique et le Canada. Bonsoir, M. Reed. Je cède maintenant la parole à Mme Charpentier, qui vous dira la suite. Bonne soirée. Tu comprends tout? Oui. Pardon? Tu comprends tout? Merci, Mme Dubuc. C'est vraiment très excitant pour nous d'être ici ce soir parce que, vous l'aurez compris, on a des personnes de très grande qualité et c'est un privilège de les accueillir et d'animer. Mon nom est Anne Charpentier, je suis la directrice de l'Insectarium à Espace pour la vie. Et on s'est dit, quelle belle richesse, quelle belle occasion de partager cette richesse-là avec le public. Et donc, peut-être de vous offrir un panel où on poserait une et même question aux 4 panélistes qui sont les membres aussi, qui sont membres internationaux du jury du concours d'architecture. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est que vous allez le constater, ils sont parfaitement complémentaires. Alors, depuis trop longtemps, l'architecture est conçue comme un objet isolé, dépossédé dans un aménagement, déposé en fait, dans un aménagement paysager. Puis l'architecture dite verte, qui vise à réduire notre empreinte écologique, s'harmonise en principe avec son milieu naturel et social. L'architecture s'inspire parfois de la nature au point de vue de son esthétique, de ses structures, même de ses processus. Et plusieurs tendances cohabitent en architecture présentement, en architecture verte. Qu'on pense à l'architecture bioclimatique qui tente de réduire notre impact en utilisant moins de matériaux, faisant diminution l'usage des énergies renouvelables, par exemple. Architecture topographique qui fait émerger ou confond le bâtiment avec le paysage, telles que des strates de paysage que l'on soulève. L'architecture écologique ou régénérative, dont l'approche globale vise même la restauration ou la régénération d'écosystèmes et de systèmes vivants. L'architecture biophilique, qui vise à reconnecter les humains à la nature à travers une sensibilité et une présence de la nature dans les bâtiments. Il y a même l'architecture biomorphique, où les formes naturelles peuvent être imitées grâce à la grande capacité maintenant de conception informatique dont on dispose. Il y a aussi l'architecture biomimétique qui s'inspire, voire imite les processus et les structures du vivant pour améliorer les performances ou même l'esthétique du bâtiment, et j'en passe. Donc, quelles sont les approches les plus prometteuses? Quelle est la vision de l'avenir que nous avons pour faire en sorte que, quelles devraient être les prochaines étapes pour que l'architecture et la nature vivent une réelle coévolution? Alors, c'est vraiment la question qu'on a posée. C'est une question très générale, très ouverte, et j'ai très hâte d'entendre nos 4 panélistes dans l'ordre, M. Stephen Kellert. Donc, ils ont en fait quelques minutes pour présenter leur point de vue, et ensuite, on va ouvrir la discussion avec vous. Merci. Now, how would I? Could I have the first slide, please? How would I? Technicien.
Ah, il s'en vient. He's coming. C'est sur l'ordi. Ah, OK. Well, thank you very much for having me here for this meeting night. Let me just say at the outset that I think the Space for Life concept of bringing together 4 different institutions around a concept of relationship between people and nature is extraordinary and, to my knowledge, unique, and something that Montreal can be justifiably proud of having accomplished and leading others. I have 2 quick apologies. One is I'm obviously speaking in English. I wish I could speak in French, but I don't. And the other is that being an academic, I don't know how to speak in just 10 minutes. I usually. So I have 40 minutes of slides here, which I'm going to do in 10 minutes. And you're going to have to listen fast, and I'm not going to cover everything. But in specific answer to Anne's question about the next step for architecture and nature to co-evolve, I think it will be expanding our understanding of sustainable design, which has been mostly focused on trying to reduce and minimize and even avoid adverse effects on the natural environment that originate in the built environment. I think we're going to expand that notion of nature and humans to not only minimizing our impacts, but also trying to engender and enrich and enhance the human experience by connecting us better to nature in the context of the built environment. And this is something that is instrumental, I believe, in our health and well-being, and it's something that myself and others have called biophilia, which I'll explain in a moment, and the expression of biophilia in the built environment, biophilic design. So let me go through this very quickly. The notion of biophilia is that we have an inherent need, inclination to affiliate with life and lifelike processes, with the world beyond ourselves of which we're a part, and that it continues to be instrumental, essential in our physical and mental health and well-being. And it's the evolutionary logic of biophilia is that for 99.9% of our time on Earth, we evolved an adaptive response to natural systems, not ones that we created through engineering or some artificial way. 10,000 years ago, we start to become, civilized, large-scale agriculture and then large-scale production, the invention of the city, but all these are a blink of the eye in the course of human evolution. We're programmed in a biological sense to adaptively respond to cues from the natural environment. But there are those who would question whether it really matters any longer, that even though we have a biological inclination to respond to the natural world, that's part of our evolutionary process and biological character, that doesn't mean it's adaptive in this world. And a lot of people would argue that in modern society, nature, or our response to nature, is largely peripheral or irrelevant. That progress in civilization is not about living in compatible relation to the natural world, but transforming and even transcending the natural world, and that progress and learning and specialized skills and the things that we pride ourselves on, whether it be in large-scale agricultural production, large-scale manufacturing, electronics, architecture, urbanization, is all about the progressive separation and transcendence and transformation of the natural world. And yet there's a growing body of evidence that suggests that our contact with nature continues to be instrumental in our fitness, in our productivity, in our health, in things like stress reduction, healing, even higher order cognitive functioning like creativity and imagination and attention and concentration, and even something as basic as personality development. So we have this sort of, this somewhat of a contradiction. The notion of biophilia, like most of what makes us human, is that it's a weak biological tendency that requires learning and development in order to become
adaptively expressed in a robust way. And we've erected lots of barriers to the development of this biophilic tendency, this experiential connection to nature that may be instrumental, I would argue, instrumental in our health and well-being. Not the least of which we spend 90% of our time in an indoor built environment. That doesn't mean we're precluded from a positive connection to nature, but it's certainly much harder to accomplish indoors. Also, we believe that learning is an abstract process that is far removed from the natural world. And the prevailing value system tends to marginalize most of our tendencies to affiliate with nature outside of exploitation and control. And people in the modern world are increasingly disconnected with the natural world. An example is young people today spend 52 hours a week engaged in electronic media and less than 40 minutes outside. That doesn't mean, again, that the indoor built environment or electronic world is incompatible with a positive connection to the natural world, but it certainly makes it much more difficult. The challenge that we're focusing on is the design of the modern built environment. The prevailing paradigm of design of the built environment has encouraged environmental degradation and separation from nature and a kind of a placelessness, a disconnection from the ecology and culture of the particular places in which structures are built. And this has been particularly true of urban areas, which historically have been, until recently, the most environmentally degraded and alienated spaces from the natural world. And while humans may have evolved in the natural world, the natural habitat, so to speak, of modern humans is the built environment. So that's the particular challenge before us if we believe that we need to reconnect with nature in order to be emotionally and intellectually and physically whole and even spiritually. How do we do this in the context of a built system where we have emphasized patterns and processes that have resulted in environmental degradation and separation from nature and placelessness? I would argue, well, this is a design decision that we made, and we designed ourselves into this predicament. We can theoretically design ourselves out of it, and we have begun to do this. Obviously, sustainable design has been an extraordinary advancement in that regard, but most of what we call sustainable design has been, as I suggested at the outset, trying to minimize our impact, not necessarily reconnect ourselves in a positive and affirmative way with the natural environment. So we have lots of low-impact designs that are still experientially and aesthetically impoverished, even though they might be more energy efficient or less toxic or less polluting. And there are many low-impact designs that don't necessarily advance human physical and mental well-being. And I would argue that unless we have an emotional and intellectual attachment to places that we inhabit, such as the built environment, they won't be sustainable over the long run, because if they're not a nurturing place, we'll abandon them over time. And this leads to the notion that biophilia has been what I would argue, the missing link in most of sustainable design. And biophilic design is expression of biophilia in the built environment, where we focus on the design and construction of buildings and landscape that enhance people's well-being and health and productivity by engendering positive and beneficial connections between people and nature in a context that's culturally and ecologically relevant. The elements of biophilic design these are just labels, environmental features, natural shapes and forms, and so forth. I'll just show you some pictures that illustrate this. Obviously, water and vegetation, but then shapes and forms that, while they're not living, they're not actual nature, they are inspired by characteristics and patterns in the natural world. And patterns and processes like fractal geometry and certain kinds of information richness and organized complexity, which was instrumental in our evolutionary development, we can bring these into our built forms and lighten space, place-based connections, and then evolve relations to nature. Let me just end up by saying that biophilic design is more about a new consciousness toward the natural world than it is a new technology or checklist for how to achieve sustainable design. And as Ian McHarg said, the problem of man and nature is not to ameliorate
the harshness of our interaction with the natural world and create a more aesthetically appealing, but is to restore the source of our humanity, which is not only our relationship to one another, but our relationship to the world beyond ourselves, of which we're a part, that is essential to who we are as human beings and as a society. And I think I've probably taken too much time, but I appreciate it. Fine. Thank you very much. Merci. Mario, Mr. Cucinella. Alors, Right on time. je parle les lunettes, je ne vois pas. C'est écrit Mario, là, quelque part ici. Non, ah voilà, ok. Ok, bon. Merci. Bon, d'abord, bonsoir. Je voudrais bien remercier d'être ici à l'invitation de participer à cette jury. Je me trouve c'est un environnement très intéressant. Donc, moi, je pas une réponse très nette dans la demande que tu as faite. Hein. La chose que je veux dire, j'aime bien utiliser le mot creative empathy. C'est empathie créative, c'est-à-dire c'est une attitude de garder la construction de l'architecture dans une relation empathique, c'est-à-dire tu es obligé de réfléchir dans cette relation entre le bâtiment et le contexte. C'est quelque chose qu'on a perdu, non? Parce je crois qu'on a cru trop fortement sur la technologie, et moi j'aime bien penser que la prochaine étape, c'est quelque chose que j'appelle low-tech high performance, c'est-à-dire quelque chose qui a très peu de technologie, la technologie nécessaire, mais tout le reste, c'est plutôt en relation de complicité avec l'environnement. Donc là, dans ce point de vue, on n'a rien à découvrir. Il y a 2000 ans d'histoire dans lesquelles les architectes étaient obligés de trouver une relation très forte avec l'environnement. En quelque manière, je crois qu'il faut reconstruire un pont avec ce passé, parce que le passé, je ne le garde pas avec une notion nostalgique, mais je le garde comme un grand réservoir d'informations et de connaissances, parce que les gens, ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser la technologie, donc ils l'utilisaient en relation très précise avec l'environnement. Donc avec ça, on a construit des architectures très différentes, très appropriées à les lieux, à les cultures. Donc cette richesse, c'est beaucoup plus proche de la biodiversité que dans le processus de la technologie qui a aplati les langages et aplati les performances. Donc là, j'ai rencontré des gens dans les dernières années qui m'ont beaucoup touché. Et j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Edward Mazria, c'est un Américain qui habite à Santa Fe. Il a montré 2 images qui m'ont touché parce qu'il disait, aujourd'hui, combien de mètres carrés on a construit dans le monde, hein? Parce que toujours, tout le monde parle de durabilité, sustainable design, consumption, tout ça, mais on parle de quoi, non? Alors, lui, il a trouvé cette information. 55 milliards de mètres carrés étaient construits aujourd'hui, non? Ça, c'est grosso modo qu'est-ce qu'il y a dans le monde, non? Mais ça, c'est pas choquant, non? La chose qui est plus choquante, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici dans les prochaines 2 années? Donc, dans les prochaines 20 années, donc dans la croissance démographique. Donc là, pour moi, ça pose une question très importante quand on parle de durabilité. Non? Dans quelle échelle on garde ça? Parce que si ça sont les nombres, il faut vraiment réfléchir sur une culture différente. Ce n'est pas seulement les objets qu'on peut faire chacun de nous, mais c'est vraiment dans une vision plus globale. Alors, en plus, nous, en Europe, comme vous savez, la Communauté européenne, il a un programme, un target très important dans les années 2020, 2030, 2050. Mais si on regarde cette image, comme on parlait de
empreinte écologique. Si on garde cette image, c'est difficile à dire c'est où la partie plus sustainable of the planet. C'est-à-dire que nous, on a une condition de vie qui est particulièrement pas soutenable. Donc c'est ça, c'est aussi un peu le paradoxe, non? Dans un côté, on parle beaucoup de faire des choses, de l'autre côté, les conditions qui sont autour ne sont pas les mêmes des objectifs. Donc je vais vous raconter deux histoires très, très simples qui m'ont beaucoup touché. C'est une histoire comme on était dans un jardin botanique. Je pensais de vous amener cette petite histoire. Ça, c'est Subtropical Garden in Garnish Island, mais ce n'est pas dans les zones tropicales, ça c'est dans le nord de l'Irlande, c'est dans la province de Cork. Et c'est un projet, c'est ça que c'est un projet qui j'appelle de empathie créative, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a acheté cette île au début du siècle, c'était un rocher, hein, c'était tapé par les vents et la pluie qui vient de l'Atlantique, donc il n'y a rien sur tes îles, il n'y a pas des arbres, rien, non? Mais il y a quelqu'un qui a fait une réflexion, parce qu'il était un collectionneur de plantes tropicales, donc il a choisi cet endroit parce qu'il y était quand même deux conditions climatiques importantes, c'est-à-dire c'est le climat du vent qui vient dans le Gulf Stream, et de l'autre, non? C'est la température et l'humidité. Donc ces deux facteurs, ils sont empêchés par le vent qui est trop fort. Donc, qu'est-ce qui passe? Il a commencé à planter des arbres, de petits arbres au contour, pour créer la condition que les arbres plus grands, derrière, ils pouvaient croître. On dit comme ça. Et donc, dans le temps, il a mis 30 ans pour faire ça. Cette île désert, il a créé des filtres pour changer la direction des vents et créer les conditions spécifiques pour la température et l'humidité. Et donc là, ça c'est après 100 ans, ça c'est l'île. Et là, à l'intérieur de cette île, au milieu du nord d'Europe, il y a un jardin botanique subtropical avec 25 000 espèces de fleurs et tout qu'on trouve que dans les zones tropicales. Donc ça pour moi c'est intéressant, c'était l'idée qu'il y a quelqu'un qui a fait une réflexion, ça c'est en anglais, Harold Peto, c'est très connu, en plus il a fait les jardins de Belfast, il a fait beaucoup de choses. C'est une histoire de relations très fortes, hein? C'est comme une architecture. Ça pour moi c'est quelque chose qui est très proche à l'idée d'un nouvel urbanisme dans lequel les éléments naturels et les facteurs climatiques ensemble construisent un environnement pour les hommes. Donc ça c'est une réflexion à faire que je trouve qu'on n'est pas encore là, non? Et donc, moi j'ai une agence qui fait du travail, comment dire, je fais de l'architecture, du master plan, des différentes choses, mais en 2011, j'ai rencontré dans une conférence à Ramallah, en Palestine, on a rencontré l'Organisation des Nations Unies et on a commencé à faire une réflexion sur la Palestine. Je vais assez vite, bon, la Palestine, vous connaissez l'histoire, mais il y a un problème environnemental très très fort là, parce qu'il y a une dégénération environnementale dramatique, il n'y a pas de ressources, et il y a un besoin d'architecture qui lie cette relation environnementale et le bâti très important. Donc on a créé cette organisation qui s'occupe de ce thème, et je vous montrerai là l'école qui est en train de faire, mais on a fait aussi avec cet esprit le guide pour l'Expo 2015, donc on a construit un document qui va aider les constructeurs, les concepteurs de construire une expo dans laquelle des éléments d'innovation sur la récupération des matériaux et tout un cycle, non, à la fin de l'expo. Et après, on a fait un travail avec l'UNESCO dans des conditions très difficiles. Moi, pour nous, c'est très important d'aller dans un endroit un peu difficile parce que des fois, j'ai l'impression que chez nous, il y a toujours des options, non? Là, monsieur, le professeur Keller parlait de la certification LEED, mais si on garde les bâtiments LEED, on ne peut pas dire que les bâtiments ils sont changés à niveau créatif. C'est-à-dire c'est encore une fois un processus très technologique. Hein. Et moi, j'aimerais bien réfléchir qu'un système de relations comme ça, il nous amène à une nouvelle architecture, pas la même avant, seulement un petit peu plus performante. Donc, travailler dans des conditions très difficiles, c'est une condition très particulière parce qu'il n'y a pas d'option. C'est ça que moi je trouve très important. Nous, on a toujours des options. Ici, il n'y a pas d'option. Et alors là, ça demande un effort très important entre
la capacité du concepteur et la relation avec l'environnement. Ça, c'est deux éléments pour moi très importants. On a fait un travail très simple, je vais très vite, pour un système de tentes qui sont faits dans une zone très particulière du bord entre la Palestine et l'Israël, qu'il faut monter en 48 heures, mais il faut aussi démonter en 48 heures. Et c'était la première fois qu'on monte une tente qui a une autonomie énergétique. Et dans le temps qui est là, il peut récolter de l'eau. Donc, il y a un stockage d'eau derrière. Et donc, à la soir, on peut allumer en lumière, donc une lampe. Donc là, pour moi, c'est très important, ces limites entre l'utilisation de la technologie et juste ce qu'on a besoin. Et après, le reste, c'est une construction très simple, c'est un double toit. Donc, il y a une ventilation, il y a une température à l'intérieur qui est réduite par le fait qu'on a un système d'ombrage. Donc ça, c'est des petites choses, mais ça nous donne tout de suite la force qu'on a si on fait attention à ces choses, le bénéfice sur les hommes. Parce que là, il n'y a pas une question esthétique, là, il y a une question de survie. Et alors, on a fait ce projet qui est en train de faire. Gaza, c'est un endroit très difficile, mais pour moi, c'est très important parce que c'est la première fois que les Nations Unies qui fait des conférences comme Rio ou comme Durban, tout le monde parle de ça, mais quand vous allez dans les bureaux qui font les projets, il faut les faire après les projets comme ça. Donc là, on n'est pas encore là. Donc pour nous, c'était très, très important de faire ce bâtiment parce que ça représente d'abord une attention à les gens. Ce n'est pas parce que Gaza, c'est un endroit difficile, on ne va pas faire de la bonne architecture. Parce que là, on a eu le problème, les gens ils disent, vous allez dépenser 2,5 millions de dollars, que c'est le prix moyen d'une école, pour faire une green school qui n'a rien à foutre parce que là, il y en a des problèmes d'autre nature. Non, ce n'est pas vrai, parce que l'architecture, c'est quelque chose de très important, parce que c'est la dignité des gens. C'est la dignité des gens. C'est aussi, je vais vous montrer, c'est l'attention à les enfants, parce qu'un bâtiment qui est bien fait, ça permet à les gens de mieux comprendre, de mieux apprendre. Hein? J'ai encore quelques minutes. Oui, 2. Je vais vite. Ça, les écoles. Et donc, l'école, il y a un problème d'utilisation des matériaux. Il y a une condition particulière par l'eau. Il n'y a pas d'eau potable, donc il faut récolter l'eau de la pluie. Il faut construire la masse thermique parce que c'est très important de garder la température du bâtiment. Donc, on a fait ces piliers qui sont vides. On l'a rempli avec la terre des excavations. Et on a utilisé les fondations pour faire le ground cooling. Non? Donc, on a l'air fraîche qui passe dans les fondations, il monte dans les cheminées et il fait la ventilation à l'intérieur des classes. Donc là, il n'y a rien de nouveau. C'est 2000 ans d'histoire qui a été fait comme ça. Si vous allez en Persie, vous allez voyager dans le monde dans lequel il y a des conditions climatiques extrêmes, vous trouverez ça parce que les gens, ils ont mis beaucoup d'années pour apprendre et ils le font. Et là, le bâtiment, à l'intérieur, dans la période estivale, il y a 4-5 degrés de différence à l'extérieur. Donc ça montre que la courbe d'apprentissage des enfants augmente dans le moment qu'ils réduisent la température. Donc on ne fait pas un bâtiment seulement pour l'esthétique, mais on fait un bâtiment qui donne aussi la possibilité de mieux apprendre à l'intérieur des classes. Donc ça, c'est l'école. L'espace central, tous les jardins, c'est des jardins qui sont très belles à voir, mais c'est aussi le système pour récupérer toute l'eau, les eaux grises. Donc le bâtiment ne consomme pas de l'eau extérieure. Et donc voilà, c'est l'espace. La pose. On a posé la première pierre la semaine passée, avant de venir là, début d'avril, après 2 années, et ça c'est le contest. Là, je suis en train de faire un autre projet, mais j'y vais très vite sur ça. Et c'est un projet fait pour Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, c'est le premier black president en Afrique, 1960. Il a créé cette lac, c'est un lac énorme, c'est la digue du Volta, c'est la production de 50% de l'énergie électrique du pays. Et on va construire un bâtiment en utilisant le bois qui a été submergé par la digue, parce que la digue est descendue le niveau, tous les arbres ils sont apparus encore, et donc on va utiliser ce type de bois pour construire cette école. Et c'est une bibliothèque pour les enfants, pour les adultes, qui va construire à côté de ce lac
pour utiliser au maximum les ressources naturelles. Et ça, c'est la fin. Juste une minute. Hein. C'est parce que c'est pour les professeurs c'est difficile de parler 2 minutes, pour les architectes, c'est encore plus difficile. Je veux juste raconter une petite histoire qui est très importante dans cette relation avec la technologie. Non? Peu de technologie, beaucoup de connaissances. C'est Marco Polo, dans son voyage. Il est arrivé en Persie, dans l'Irak d'aujourd'hui. Et les gens, quand ils l'ont vu arriver, ce mec n'avait jamais vu un mec vêtu en la vénétienne, non? Il lui donne un gelato, non? Un ice scoop, un welcome. Non? Bienvenue. Et lui donne comment on dit en français? Une crème glacée au tamarin. Donc, comment ils faisaient les Persiens à faire le crème glacée en 1268, c'est quand même une question intéressante à réfléchir. Mais il a construit un bâtiment. Ces bâtiments, c'était un mur hein, qui était construit avec la terre d'une excavation. Et derrière ce mur, il y a une petite piscine de quelques centimètres de profondeur. L'eau, il était cherché très loin. Et dans la nuit de l'hiver, l'angle du soleil entre le premier mur et le deuxième mur, il passait à travers sans chauffer le sol. Donc le sol il restait froid dans le jour. Et dans la nuit, il mettait ce niveau d'eau de 1 cm. Le mur est 100 mètres, hein, donc c'est un élément comme ça. Et dans la nuit, pour l'effet du ciel, le ciel est moins 55 degrés. Non? Pour l'effet des radiations du ciel, ce niveau d'eau est glacé, est devenu de la glace. Et jour après jour, il remplit ce bâtiment et il faisait la glace dans l'été. Donc, il n'était pas machine, mais il était en profonde connaissance entre cette complicité. Non? Et donc, je dis toujours, c'est les Persiens en 1200, ils faisaient ça. Nous, en 2014, on peut quand même faire mieux. Merci. Merci, merci, Monsieur Cucinella. Monsieur François. Bonsoir. Je vais mettre le chronomètre, ça sera plus facile. Ça va. Je peux recharger de ça. Edouard. Oui, moi je m'intéresse aux problématiques environnementales depuis les années 90. Ça, c'est un bâtiment que j'ai fait dans les années 90, tout au début. Et ce qui m'a intéressé dans les problématiques environnementales, c'est pas tellement de courir après la technique, hein, parce que le monde moderne, c'est la surenchère technique. Et si le développement durable, c'était rajouter encore de la technique, même pour faire baisser la quantité d'énergie, ça ne m'apparaissait pas la bonne manière de poser la question. Et donc j'ai essayé de faire des bâtiments mimétiques de contexte, et donc dans un contexte donné, faire des bâtiments qui disparaissent. Ça, c'est un bâtiment des petites maisons de vacances que j'ai fait à côté d'une forêt, entre un petit village. Et quand j'ai vu ce petit village, cette forêt, je me suis dit peut-être que c'est le village qui s'étend, ou est-ce que ça peut être aussi la forêt qui s'étend? Et donc j'ai fait une sorte d'hybridation. Donc c'est une maison-forêt qui est une sorte de statu quo. C'est ni le village qui s'est agrandi, ni la forêt qui s'agrandit, c'est les deux à la fois. Là, on voit la réalisation. Hein, donc c'est des bâtiments qui ont un impact extrêmement faible sur le paysage. On voit ici les détails. Donc des détails de construction très simples. Et j'ai essayé de me poser très tôt des questions de coût des matériaux, d'essayer d'avoir les solutions les moins chères possibles et les plus naturelles. J'ai fait dans les années 98 ce bâtiment qui a été présenté au CCA il n'y a pas très longtemps, l'immeuble qui pousse, à Montpellier, un endroit où il fait assez chaud. Et j'ai voulu m'intéresser au problème de climatisation, faire des choses qui n'ont pas besoin d'avoir des climatiseurs.
Et donc j'ai imaginé ce bâtiment, qui est un bâtiment en gabion, c'est une sorte de bâtiment poreux qui est face à la rivière naturelle du Lèze et qui est devant une forêt. Et c'est une sorte de bâtiment qui happe en fait la forêt. C'est un bâtiment qui a un épiderme qui pousse. J'ai mis au point des matériaux naturels. Donc ça, c'est une façade assez compliquée à mettre au point, parce que c'est une façade qui est faite de petits cailloux avec un arrosage automatique. On voit ici un tuyau. Et donc, en été, la façade ruisselle. Et donc, la façade est climatique, fait beaucoup plus frais à l'intérieur. Personne n'a mis de climatiseur. Et j'ai apporté aux gens une sorte des balcons qui ressemblent un petit peu à des morceaux de jardin suspendus. Ici, on a la jardinière qui pend en dessous avec les plantes qui poussent à même le sol du balcon, avec des garde-corps très low-tech, avec des matériaux simples en châtaignier et fil d'inox. On voit ici la façade qui pousse. C'est un des premiers bâtiments historiques qui a de la végétation qui pousse sur lui-même. J'ai travaillé un peu avec différents consultants. Je travaille avec Patrick Blanc depuis assez longtemps. On a des points de vue très différents sur l'architecture. On voit ici le travail sur le paysage et le bâtiment. Donc chaque fois que je fais un bâtiment, je m'intéresse au paysage qu'il y a autour. Et donc le bâtiment, on le voit finalement assez peu. Et c'est ce qui m'intéresse. On voit ici un balcon qui s'étend dans les arbres. On voit ici un balcon avec sa passerelle. Et donc, cette espèce d'envie de nature, de créer une architecture qui répond à la nature, ça fait partie des préoccupations. Donc, j'ai livré ce bâtiment dans les années 2000. On voit ici des détails de balcon. Ça, c'est un bâtiment qu'on m'a demandé de faire à Paris. Donc, je l'ai fait en 2001. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Et c'était un bâtiment qui est devant un parc. Donc, la ville de Paris a acheté une zone industrielle à la SNCF et fait un grand parc. Et je me suis dit, devant un parc, on ne peut faire qu'un parc. Et donc, c'est comme si le bâtiment s'élève à la verticale. Et on voit ici le bâtiment là, qui est en fait une extension verticale du parc pour l'agrandir. Ce travail avec le contexte a toujours été quelque chose d'important et je réponds en fait par de bâtiments végétaux quand il y a un contexte végétal. Là, on est en plein dedans. J'avais demandé à la ville de Paris de faire aussi ce bâtiment-là avec une autre thématique végétale et celui-ci, mais ils m'ont dit que ce serait déjà pas mal de faire que celui-là. Donc, c'est un bâtiment qui est très simple. Je me suis intéressé à ce qu'allait voir le voisin. Ça, c'est une vue du voisin sur le bâtiment. C'est un bâtiment qui est fait de manière très simple, avec des pots. Comme je disais à mon client, je lui ai dit, regardez un peu autour de vous. Actuellement, les gens sur leur balcon, ils mettent des pots, mais ils ont des moyens limités, donc ils achètent des petits pots, pas trop gros. Ils mettent la terre, ils ne vont pas l'acheter, ils vont la creuser en bas de leur immeuble, donc ce n'est pas de la très bonne terre. Et ils mettent des pas très bonnes plantes. Et l'été, quand ils arrosent, ils traversent leur séjour avec le bol d'eau, ils en mettent plein partout sur la moquette. Et donc j'ai dit, si on faisait simplement un bâtiment avec un pot qui a une bonne taille, donc ça c'est des pots qui sont les plus gros possibles, qui traversent la dalle par en dessous ici, avec des bonnes plantes, un bon arrosage automatique. Ici on a l'arrosage qui passe. Je leur ai dit que ce serait peut-être pas mal. On voit ici le bâtiment avant les plantes. Ce que j'ai testé sur ce bâtiment, c'est un bâtiment qui a besoin de plantes, parce qu'on a tendance à faire des bâtiments qui n'ont pas besoin de plantes, sur lesquels on met des plantes, et là, ça ne marche pas très bien. Celui-là, on voit qu'il a vraiment besoin de plantes. Il est fait en béton... Il est fait en béton maladroit, avec les camions qui arrivaient, avec le béton blanc, le béton gris. Et quand on met les plantes, ça se passe quand même nettement mieux. Je ne m'intéresse pas beaucoup à la technologie, mais quelquefois on en a besoin. Par exemple, pour faire ces pots qui soient stables, ils sont faits en béton à fumée de silice, les bétons de dernière génération de Lafarge. Voilà ici l'autre face du bâtiment. Je m'intéresse au contexte et je m'étais préparé en fait à une question contextuelle d'un contexte très laid. Et donc, le maire de Paris, pour me récompenser, m'a dit de construire un nouvel ensemble ici, en banlieue. Là, on voit, il y a des grandes barres des années 70, il y a des tours,
Et c'est vraiment un environnement très difficile. C'est les environnements des années 70. Ici, on a des petits pavillons. Et je me suis dit que peut-être que dans un environnement comme ça, il faudrait déjà que les modèles qui existent apprennent à se reparler. C'est-à-dire que la barre puisse parler au pavillon, qui puisse parler à la maison de ville. J'ai imaginé une sorte de collage, de superposition de l'ensemble. Ici, on a les maisons de ville, des bars et les pavillons posés dessus. Et on voit une espèce de millefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les gens, ils regardent ma barre ici, qui est faite, et puis ils se retournent et ils regardent la barre qui est derrière, et ça redonne un sens un peu à toute cette espèce de chaos urbain qu'il pourrait y avoir alors. Et donc, on a un bâtiment qui est en fait... essaye de parler aux autres bâtiments, alors que normalement les bâtiments ne se parlent pas. Et c'est les années 70 qui ont généré en fait cette espèce de nouvel urbanisme qui vient de la tabula rasa. Ça, c'est un bâtiment que je fais pour la ville de Paris. On voit ici le profil de mon bâtiment qui sort. Ça, c'est pas mon bâtiment ici, hein. Ça non plus. C'est un bâtiment, une tour, pour donner envie aux Parisiens d'aimer les tours. Donc c'est la question que m'a posée le maire. Il m'a dit, faites en sorte que les Parisiens aiment les tours. Normalement, ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas de tours. Et on était en 2010, année de la biodiversité, et donc j'ai imaginé un bâtiment avec une sommité végétale, et en fait, dans le paysage parisien, on voit une sorte de mont valérien en plus. C'est un bâtiment qui est... avec des plantes de plus en plus denses vers le haut. On voit ici l'impact des disséminations de graines du bâtiment sur la ville de Paris. On utilise des plantes qui sont en rang 1 sur le milieu sauvage, qu'on est allé collecter dans la forêt graine par graine, qu'on a semé. Et donc on a un protocole scientifique assez complexe avec l'école du Breuil. On voit ici la maquette du bâtiment. On est allé jusqu'à imaginer des choses assez intéressantes. Les plantes poussent dans des tubes, ici, qui font 25 cm de diamètre, 3,50 m de long, et on arrive à faire pousser des arbres. Et on a un protocole, ça c'est les plantes qu'on a prises dans la forêt avec des graines. Donc ça fait 2 années qu'on travaille à collecter les graines, à les faire germer, à ne pas donner trop d'eau aux plantes, parce que les plantes sont drug addicts et water addicts. Donc peu d'eau, peu d'engrais, de telle manière à ce qu'elles puissent tenir le choc en haut. On a déjà maintenant des plantes assez importantes. Et là, on est en expérimentation scientifique sur la plantation dans des tubes. On voit ici des tubes de 25 cm de diamètre, et on a des plantes qui vont sortir et qui vont devenir à peu près grosses comme les arbres. C'est des plantes dites chasmophytes, avec la racine qui va descendre à l'intérieur du tube. On a mis des tubes ici qui sont enterrés pour voir si les variations de température sont sensibles. Donc on a une expérimentation de façade végétale très poussée. Voilà l'immeuble, on voit bien les tubes ici. Ça, c'est l'impact des tubes sur le bâtiment. La façade en arrière est une façade qui doit faire écho à la nature. Ça, c'est la mousse. Et le meilleur écho à la nature, c'est du titane qui est oxydé électriquement. Alors, pourquoi du titane ? Alors, le titane, c'est un matériau qui m'intéresse parce que je m'intéresse depuis assez peu aux problématiques de recyclage, recycler. Et je pense que dans le recyclage, il faut s'intéresser aux matériaux les plus nobles possibles. Je ne connais pas de personne qui, depuis l'Antiquité, ait jeté de l'or. Ça ne se jette pas. Même la plume de son stylo, on ne jette pas tout ça à la poubelle. Et donc, il faut réapprendre les gestes d'économie de matériaux avec les matériaux les plus sophistiqués. Donc, ce bâtiment, donc il y a l'or, il y a l'argent massif, il y a le titane, il y a l'acier inox, il y a le cuivre, il y a le zinc. Et donc, travailler avec ces matériaux, je pense que c'est la meilleure manière de faire un bâtiment qui soit recyclable. Le maire de Paris a été un peu choqué que je fasse un immeuble social avec du titane. Il m'a dit que ce n'est pas politiquement correct. Et je lui ai dit que ce n'était pas un bâtiment en titane. C'était un stockage temporaire d'un matériau indispensable pour l'industrie aéronautique française à rendre à l'industrie aéronautique française quand il y aura un problème d'approvisionnement sur la Chine. Et il m'a dit, vu de ce point de vue-là, je suis d'accord. Une opération que je fais à Casablanca, qui est en cours de construction, c'est un grand parc, dans le parc d'Anfa, avec des tours et un programme d'ici de logement.
On voit ici un travail sur l'association entre des bâtiments et des plantes. Ici, on a un anneau de jacaranda bleu avec des traitements architecturaux bleus, des grandes tours à forme organique avec du bougainvillier. Donc là, c'est commercialisé. On démarre les travaux dans un mois. Un bâtiment à Sydney, je finis. Une tour à Sydney, dans un endroit, une des premières tours à implanter. Et donc, il y avait un bâtiment héritage britannique. Et plutôt que de lui mettre un mur, je lui ai adossé une sorte de paysage originel qui est une montagne. Le bâtiment s'appelle Heritage Mountain, qui a été repris sur les Sister Towers, qui sont juste à côté, une géographie. Donc, c'est un bâtiment qui propose une géographie d'un côté et puis un bâtiment de l'autre, sur une hauteur de 220 mètres. Voilà, ça c'est des problématiques auxquelles je ne pensais pas un jour arriver. J'ai quelques immeubles maintenant de plus en plus hauts. Je monte à 420 mètres au Sri Lanka. Et puis j'ai des bâtiments de 130 mètres avec à chaque fois une recherche particulière sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la hauteur. Juste pour finir, un bâtiment à Paris. Et j'ai fini. Voilà. Merci, Monsieur François. Monsieur Reid, Mr. Reid. Voilà. No. The only thing I know in French is no. Magnifique. Magnifique. Okay. Thank you for having us and me here tonight. It really is an honor to be with Anne and the jury, and Charles Mathieu, and l'Espace pour la Vie. I am a recovering architect, and I don't mean that pejoratively, but what I mean is that I had to make a discovery in my search for sustainability to realize that we've been using half of our brain. And our culture generally is one of a reductionist culture, the left hemisphere. We pretty much live in that hemisphere. One brain scientist said, we know what's going on in the left hemisphere, but the right hemisphere, we don't have a clue. And what is going on in the right hemisphere, we know from people like Jill Bolte Taylor and other brain scientists, is that in the right hemisphere, we see the world as a living whole, a dynamic living whole system. In the left hemisphere, we are reducing it in order to understand it and work with it. The right allows us to see that context. Our culture generally has forgotten that right hemisphere, and sustainability is a journey to understand that, I believe, our practice believes. So what are the next steps so that architecture and nature really co-evolve? I believe that's the wrong question. Architecture does not itself evolve. It is not a living, developing being. The process of architecture, though, can evolve. So our practice has shifted from doing architecture as objects to an architecture of process. And as I'm speaking tonight, I don't want you to think that I am disrespecting anything that's being done by what these gentlemen and all other green practitioners out there are doing. It's vitally important, but it is not the whole story. We actually are working on this left-hand side of the graph generally in our culture, where we build our buildings, as Randy Croxton says, one step better than breaking the law. And we've come up with green design, and green design says we can do 30% energy savings or 50% energy savings. And logically, that means that 100% energy savings or 100% reduced potable water use must be sustainable. But zero is not sustainable. Nature doesn't even understand the concept of zero. So our practice has asked the question, what is required for sustainability? I'm sure most of you have heard the concept of sustainability as a slower way to die, the way it's practiced today generally in our culture. And I like Bill McDonough's analogy that if you're in a car in Kansas driving towards Canada,
but you really want to go to Mexico? If you slow down the car, will you get to Mexico any faster? So what we're trying to do, but to carry that analogy further, you do need to slow down the car to make the turn. And that's what generally we're working on today. But how do we work in a restorative and regenerative way? How do we actually work with the way living systems want to work? And so we put buildings and infrastructures on the one side because buildings don't sustain life. They can actually help nurture it. They can help reduce the damage and reduce the impact that we're having on the planet, which is extremely important and necessary, but it's not the whole story. The other half of the story is living systems, and how do we actually take our place as human beings in a role of coevolution? What is the role of humans is really the question we should be asking. And it's to create an ecology, a whole living system, habitat, people, buildings, infrastructure, evolving forever. So the elemental mind is this side. Oops, sorry for that slide. The holistic mind is the other. How do we shift from a mechanical worldview? And every speaker tonight has actually addressed that. I love this quote from Gregory Bateson: "The major problems of the world are the result of the difference between the way nature works and the way people think." So the design process is, in our mind, not only building structures that are actually damaging the environment, less damaging to the environment, but to shift our culture. How do we shift to one that actually is engaging in the dynamic process of life? So pieces of green are not sustainable. There is no such thing as a sustainable light bulb. There's no such thing as sustainable paint. There's no such thing as a sustainable building, actually, because they are only a ground for life. So what is life? What are we sustaining? Well, I just answered my own question. We are sustaining life. So therefore, we need to understand how life works. And that is something we are not very good at in our culture. But so another premise here is that 95% of the people in the world have no interest in the practice of sustainability as we're discussing it tonight. It's not motivating to them. We're telling them they should feel guilty. We're telling them the world is going to go to hell in a handbasket. I don't know, try to translate that with climate change, and we are in deep trouble. And all this work that we're talking about tonight is necessary. But how do we actually offer hope? Because the subliminal message we're giving with the sustainability movement is, it doesn't matter anyway, we're going to die. So no wonder most people aren't very interested. So the hope is, and that's what I want to leave with you tonight, the hope is that we can reimagine our role in nature. Here, this is Santa Fe, New Mexico, what was for 200 years a desert, within 18 months has turned into a desert with a permanent running stream, because human beings understood finally that beaver used to live there. And actually they replicated the processes of beaver. And within 18 months, the water came back. And as the Spanish say, agua es vida. Water is life. So everything we will talk about will have water involved. Alan Savory's work in Zimbabwe and all around the world, even with less rain, the savanna can recover. And I won't get into how this works, but once we understand how life works, we can use the opportunity of architecture to create new relationship. And then we're talking about sustainability. And then the architecture we're talking about tonight has a place. So not only is the architecture important, it is the relationships and the processes of life that we are actually helped to understand as we're doing architecture that is an integral part of the design process. Kenya, which side do you want to live on? But there's nothing different being done except a different way of managing and participating with life. The Jordan Desert, in 18 months, turning it from about 120 meters below sea level to a place that actually, with 1/5 the amount of water, is growing citrus and dates in 18 months. We keep seeing this pattern over and over again. When we shift our role, we can see the world recovering in 18 months. So I'm going to make this big statement. We can heal the world in 18 months. And I'm serious about that. The only thing required is that we have to shift our will. That's the only thing required. We have to believe that it's possible, because it is possible. And to give you an example of a project and how this works, this is a grocery store. They called us up to do a LEED Gold grocery store, and we said, do you want LEED or do you want sustainability? Because it's not the same thing.
So they said, well, no, we want to go deep. And so what really the problem with the grocery store, we said, what happens if there's a truckers' strike? How sustainable is your green LEED Gold grocery store? Well, we're out of business in 3 days. So that's why you see this is the picture of the grocery store, is reestablishing the farming practices, restoring the soil, developing an agricultural and extension service to help the farmers actually recover, a credit union to begin to allow people to invest in the farmland, a cannery so that people could can their own foods, they could grow being taught to grow food in their own gardens. What else? An abattoir for hunters to dress their meat. And by the way, a grocery store. So it's a matter of reimagining the opportunities as we do architecture to begin to heal the world outside of the buildings. The building is not the point. It is the watershed is the smallest unit of design. Jane Jacobs' work in New York City is also natural. What she observed in her famous work in terms of Great Death and Life in Great American Cities, a famous example is that the pattern of life that made this neighborhood healthy was that it required eyes on the street. The women in the household had to be able to see their children playing in the street or else the neighborhood collapsed. And if we put a LEED Gold bank building in the middle of that block without paying attention to that natural pattern, because humans are nature too, we would have broken the fabric of life there. So we work the same way, whether it's in cities or in quote-unquote nature. It's all about understanding relationships, because life is the process of exchange. Diversity of life requires diversity of exchange, gives us the opportunity for diversity of exchanges, and that's how life works. Life is the process of becoming. So how do we reshape ourselves and reshape our opportunities as we're doing architecture to rediscover that relationship? Every place we build is a unique living organism. It is a living being. That's a cosmology, I acknowledge, but I think we can readily see that Vancouver, wow. We're doing work in Vancouver and we're doing work in Montreal, so therefore it's Vancouver. Vancouver and Montreal are quite different places, as New York is different than Boston. They are unique living organisms, just as every one of you are a unique living organism. And if we can understand what the essence of those places are, we can actually work with them on their own terms. So that's the hope, and that's all I have to say. Thank you. Merci beaucoup à tous. C'était très inspirant que l'on pense au point de vue de M. Kellert qui prescrit en fait de restaurer la source de notre humanité à travers le bâtiment, que ce soit M. Cucinella qui définit de trouver les justes moyens, juste ce qu'il faut pour la soutenabilité, pour la durabilité d'installations, souvent dans des endroits où il y a le minimum, où il y a moins que rien. Que ce soit Monsieur François avec vos solutions, avec une parfaite intégration dans le paysage, ou sinon des solutions à haut contraste pour faire des clins d'œil à la durabilité. Et Monsieur Reed, où vous êtes vraiment sur les solutions de voir comment on peut restaurer les systèmes vivants, comment faire en sorte qu'on peut s'inspirer des systèmes vivants pour faire en sorte que nos solutions de durabilité soient vraiment beaucoup plus globales. Je pense que vous avez tous des solutions importantes, elles sont toutes complémentaires. Cela dit, je pense qu'elles devraient vraiment davantage se parler. J'aimerais, avant de peut-être poser des questions, voir avec vous si quelqu'un dans la salle a des réactions par rapport à ce qu'ont dit nos panélistes, des questions, des réactions. Je vais circuler avec le micro ou si vous vous levez et vous parlez fort, quoique je vais devoir circuler avec le micro pour la traduction si jamais vous avez une question qui s'adresse à un conférencier en particulier. Il y a un micro, parfait. Il y a un micro dans le fond. Est-ce qu'il y a une question pour un de nos panélistes? Bonsoir. Good night. Vu que
Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Plus qu'une pour qu'on voit? traduction, Merci. je vais y aller en anglais, juste pour faciliter pour les panélistes. I'm not sure if it's a question or just a comment. Interesting point of views, clearly different point of views, clearly different philosophies from 4 panelists. I think that what you said, Mr. Reed, last panelist, about how do we shift, how do we go towards those solutions, and maybe I want to hear whatever opinion you have on that. I think how we do is maybe the practical mean is what you said, is learning how to bring back nature, heal it, how to coexist with it, something like that. And it's basically coexisting with nature that's in all of your solutions. How do we bring back to our back to our societies? I believe it's mainly a question of education. And I believe the hope is in collaboration between different specialties, such as architecture, or biologists, or agriculture, and to be hand in hand, believing in that hope that we have to heal the world, make it livable for future generations, and we have to put that in the mind of people, and I think it begins with the younger ones. I think we have to really push. It's interesting here tonight to have a conference over those subjects, but what about the next generation? We are just talking tonight and we're not really making any change. It's interesting. So I believe people like you with influence, with notoriety, should try to grab the support of, I don't know, engineering firms, architecture firms, then go see the schools, universities, and let's have conferences into schools towards younger people. Thank you. We do. Well, do it more. Voulez-vous réagir? Do you want to react? Monsieur Kellert? Yeah, it's a very good question. Obviously, it's a critical consideration. I think the most motivating element for any species, not just humans, all species, is self-interest. And I think if we think we're healing the world, we're protecting nature, we're doing something because we feel altruistic, and we've created harm and degradation, and species are suffering, and natural systems are degraded. If that is our motivation, I don't think we will get a great deal of traction. I mean, part of it is education, but part of it is demonstrating how our humanity, our physical, mental, spiritual health, fitness, well-being, quality of life, performance, productivity is fundamentally contingent on the quality of our connections to the world of which we're a part. We are nature, and as long as we have this dichotomy where we're healing nature and here's humanity over here, I don't think we're going to make a great deal of progress. I think what we need to, most parents, with few exceptions, want the best for their children. And if parents think that the capacity of their children to be healthy and happy and critical thinkers and problem solvers and successful individuals is dependent upon their connection in a positive, affirmative way to the natural world, which includes the context of their everyday life, which is, as I said, 90% of our time is spent in places like this, then they will begin to make significant changes in the way in which we design our spaces.
because what we're talking about is creating good habitat for people. And I think that is the most profound motivator, is that people see that their connection to nature and the quality of those systems of which we're a part is deeply relevant to the quality of their life and the possibilities of living a successful existence. Then they will make fairly substantial changes. Can I jump on that? Of course, yeah. So I totally agree with that, and I actually want to contextualize what you've just said, that what we find, I mentioned that every place is different. We find that the most motivating factor in a community, whether it's we're working on an architecture project or a community design, is that people love their home. They love their place. And if you can reassociate, reattach people to the meaningful understanding of how life works in that place, it is incredibly motivating. And it's really interesting that it is not then, it takes away all the I want this argument. They actually are working from a condition of love. And I'm not overemphasizing that. Because when you have that care and self-knowledge about who you are as a place, everything else can emerge from that. And I know that sounds overly simplified, but it does work that way. And I think I'm saying the same thing you are. But when we say nature, it's abstract. When you say place or home or where you live, that's much different. But I would say, what about suburbs, des banlieues par exemple, ou des banlieues, suburbs? Suburbs or really poor environments, des environnements très très pauvres, non inspirants, que les gens n'ont pas nécessairement, pour lesquels les gens n'ont pas nécessairement de relation avec lesquels. Well, they don't now. Yeah. But they don't have, look what, Edouard. oh, I'm sorry. Yeah, Mike. Oh, yes, thank you, sorry. Look what Mr. Francois is doing in a city. So there is, actually, I want to comment about that. We are actually saying it's either a city or it's nature. And we have this metrophobia, or not phobia, metrophilic. Everything's going to be metrocentrism. We need everybody in a city. If we remove people from the natural systems, we are no longer in relationship. For millennia, there were many people that actually had a symbiotic relationship with nature because they understood it. It was reciprocal. They were gardeners. Nature took care of them. They took care of nature. The suburbs have that opportunity. Not grass, not pavement, not swimming pools, but living amongst life as a sanctuary, not as a microcosm for automobiles. So suburbs have that potential. So do cities. Vous voulez réagir? Faut mettre on le petit. Sorry, I'm so emphatic about that, but you can come back at me. Sorry, yes. Non, parce que tu parlais des banlieues. On est en train de faire un travail de... Je ne sais pas comment dire en français. On n'est plus en anglais, mais... Et donc, ça c'est difficile. Mais c'est en Italie, on a un problème pas si difficile comme dans d'autres pays européens sur la récupération des banlieues. Qu'est-ce qu'il manque là? Là, il y a un réseau invisible de relations. Les gens, ils se connaissent. Il y a quand même des gens qui aiment beaucoup l'endroit où ils habitent. Le lieu n'est pas terrible, mais ce n'est pas seulement l'esthétique qui crée la relation. Non? Donc la chose qu'on est en train de faire, et ça c'est un programme qu'on fait avec Renzo Piano, qui est sénateur, là, sur la récupération des banlieues, c'est de faire des petits travaux avec les communautés dans lesquels on va discuter les désirs et les besoins. Et donc là, ça commence un peu comme Bill disait, ça commence une relation de discussion entre les gens et les architectes pour discuter qu'est-ce que sont les choses, les désirs des gens. Et beaucoup de fois, c'est pas,
on ne parle pas seulement de la beauté du bâtiment, non, mais on parle surtout sur les aspects plutôt naturels, c'est-à-dire la construction des axes verts, non, c'est les champs de football, c'est les endroits où on peut construire les choses qui manquent. Et beaucoup de fois dans les banlieues, surtout dans le sud de l'Italie, on a construit beaucoup, mais on n'a pas fait l'infrastructure, on n'a pas créé la partie physique des relations invisibles. Et c'est ça que les gens demandent. Mais je suis d'accord avec Bill, il y a beaucoup d'orgueil dans beaucoup d'endroits. Right. Les gens, ils habitent et il y a un sens d'appartenance des lieux très fort. Non? Donc là, notre travail, c'est un travail très important parce qu'il faut comprendre, il faut écouter. Et écouter, c'est quand même un métier pas facile. Hein? Les architectes, ils ne sont pas toujours doués sur l'écoute. Donc il faut écouter, il faut comprendre et après il faut agir. Et là, je crois qu'il y a notre travail, la créativité, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. C'est pour ça que je parle d'empathie créative, parce qu'il y a une nécessité de création, ou comment des solutions techniques et esthétiques très importantes, mais il faut les faire avec les gens et les comprendre. Alors là, il y a un potentiel de travail énorme. Nous, en Europe, en Italie en particulier, on traverse une crise dramatique. Il y a beaucoup d'architectes qui n'ont rien à faire. Bon, il y a beaucoup d'architectes qui n'ont rien à faire, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc là, il y a un problème à comprendre. Peut-être il y a le fric aussi au milieu, non? Mais ce n'est pas seulement qu'ils ont fait les choses parce qu'il y a l'argent, non? Et les problèmes ne sont pas résolus. Donc là, il y a un énorme travail. En Italie, on l'appelle rammendo, non? En français, je ne sais pas, mais quand vous avez un trou dans la veste, vous prenez un fil et vous le... On raccommode. Le raccommode, non? Et ce travail de raccommode, ça demande beaucoup de compréhension et ça demande un travail sur le terrain et ça demande beaucoup de travail pour beaucoup de jeunes architectes, de grands architectes qui peuvent travailler dans cet issue et reconstruire cette relation invisible. Vous vouliez réagir, First of all, I Madame want to see if there are Lafont? other people. Maybe I should, because we could keep rolling with this. Yeah, And oui, je vais prendre peut-être Madame, puis après vous. Mike? Excusez-moi, il faudrait aller au micro. No, but the translator Pour needs to hear me. Le traducteur, merci. I was impressed with your Brattleboro Co-op. I just saw the movie Watershed by Edward Burtynsky, and they're showing how we're completely depleting our aquifers, and I'm wondering how much support you have, like in places like in Texas where it's drying out. Are you working with the government, or how does it work? Well, we are working with various governments, but most people don't believe this is possible. That's really the interesting thing, is that most people don't think that we can solve these problems. Most people don't think you can grow fruit or citrus in the Jordan Desert. Most people don't understand that Lebanon and Israel were a forest at one time. And what those places, and just like Mario's example of the Irish island, nature has incredible robustness to recover itself. We just have to give it the chance. That's our role, is to reestablish that chance. And it can happen. I've seen it happen all over the world. So I've got a lot of hope, but we need to stop thinking that we need to use engineering technologies to make everything work. Nature is much more powerful. And that's engineering. That's much bioengineering, let's call it that. But bioengineering that is associated with place, not just applied willy-nilly where we think it's a good idea. We have to understand each place as we understand each human being on its own terms. That help? Madame? Oh, Michel, pardon. Puis Madame, excusez-moi. It's clear from all of your presentations that this is about more than design. This is about, as you're saying, Bill, changing the story of what it means to be human and alive in the world. And that story is shifting all around us. It seems that where that story struggles to shift most is in economics and the story of business. So I was encouraged by your story of the grocery store project, and it seemed clear that you integrated all facets of what it means to be in the world. So I wonder if you could say a bit more about that economic shift, Absolutely. the shift in that aspect of the story. And by the way, this is all designed, by the way.
It's all design. Whether it's process design or it's an object design, it's all required. The impact investment world, which is, I think, which is the current term of art for the business world to begin to influence in a positive way life, is unbelievably robust. And now you have John Fullerton, for instance, with the Capital Institute with Alan Savory working on regenerative economics, and Hunter Lovins is part of that. You have multiple, we're doing a research project right now on impact investment, and the biocultural diversity impact metrics that are being promulgated in the business world, it's amazing what's going on. So it's not a very coherent movement yet, but there's incredible inertia behind it. It's really exciting, actually. I hope that's a quick answer. Merci. Madame, vous aviez une question? Oui. Well, first of all, I want to say it's really inspiring to see all the examples of what is being done, and I think there's lots of room to be inspired and to hope. I also believe that you gentlemen and many of us that are designers in this room are continuing a tradition. There have always been, I think, incredibly imaginative buildings. Whether they have been done by architects and sensitive buildings very well related to their environment, whether they have been designed by architects or even people that build their own homes, people that do earthships. I think there's many examples out there of people that are seeing the need for buildings to be addressed in a way, that recognize the impact of buildings on our lives and on our planet. And you expressed it so much better than I am, but the challenge, I think, for us, and I tend to be an optimist, but this is going to sound a little bit pessimistic, is we're talking about architecture and nature, but there's a lot of buildings out there that people don't realize that are just built, I'm talking specifically, I'm looking at my neighborhood, my borough where I live, and there's some examples of some really interesting work that is being done, and I can see how they help to enrich their environment, and in this case, it's an urban environment. But what do we do, and how do we convince people that are not governments, that isn't Brattleboro? Vermont, I think, is a special case in itself. That isn't necessarily, Vancouver, where there's a vision, or in a lot of places like what's happening here. Vancouver. Vancouver. Yes, I know. Yeah. It's because you were meant to be here more often. That's why. And what do we do? How do we face the challenge of all the, for want of a better term, crap that's being built that's not really architecture? And as for every inspiring building that's being built, for every building that helps us reconnect with nature, that makes our lives healthier, and I believe that buildings affect us. I think most of us here do, or else we wouldn't be here. But what do we do about the combinations of concrete and steel or whatever that you walk into, and they're just bland, and they're not going to be sustainable because nobody's going to want to maintain them, and they fall apart and they get full of mold and mildew and all this stuff. And I'm going to try to be a little bit more focused. Is it a question of legislation? Because how do we stop, even though we have plenty of examples of really good stuff that's happening out there, and I repeat, it's not just design work. It's people that'll go and they'll build their own cabin, and they do it in an amazing way. But every day there's crap also that's being built. I see it around me. Should we go and tear them down? Sometimes I want to. It's I'll give it an example, and I'm sure you'll understand this. I saw a building go up in my neighborhood. Shall we answer the question? Okay, sure. Go ahead. Why don't? Merci. I talked too much. Edward, you answer that question. Je pense qu'il y aura toujours des bâtiments horribles. Il y aura même des bâtiments qui sont très efficaces en termes d'environnement, qui sont très laids. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ce que je voulais dire aussi de manière plus générale, c'est une réponse à la première question, c'est je pense que jamais la société n'a changé aussi vite en aussi peu de temps. Quand on se projette à 10 ans en arrière, le changement est absolument de manière accélérée. Il n'y a pas si longtemps, on parlait
On parlait des mesures de réduction de l'énergie, on disait que on va réduire 10% par rapport à ce qu'on fait. On est passé très vite à 50%. Maintenant, on est dans des bâtiments, positifs, et ça en l'espace de 5 ans. Donc il faut imaginer que derrière ça, c'est toute une société qui est au travail avec des panneaux solaires, toute une série de choses, d'économiseurs d'eau. Et je pense que à la question est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite, je pense qu'on est déjà dans une envie qui est accélérée, qui est tellement accélérée que ça fabrique du greenwashing. Donc il faut laisser un peu de temps à la société pour qu'elle puisse arriver à digérer. Alors je pense que c'est peut-être dans le continent nord-américain, on a des effets qui sont moins visibles. Je pense pour des raisons assez évidentes, c'est qu'il y a des espaces naturels qui font que la ressource n'est pas absolument en danger. Je pense qu'en prenant sa voiture, en allant à 30 km de Montréal, on va tomber dans des endroits dans lesquels peut-être personne n'a jamais marché. Mais dans beaucoup de pays du monde, c'est très très accéléré parce qu'il y a des problèmes d'urgence, il y a des problèmes d'énergie. Il y a beaucoup moins de problèmes d'énergie avec l'hydraulique, l'eau, mais ça est en train de se mettre en place à grande vitesse. Et il faut que quelques bâtiments iconiques sortent, comme le bâtiment sur lequel on est amené à se poser en tant que jury. De telle manière, ça devient des exemples qui vont tirer en fait tous les bâtiments. C'est un peu comme on tire une nappe, et que les bâtiments les moins intéressants soient influencés par ça. Donc le pouvoir de l'influence, M. Kellert. Well, no one has the answer to that, your question. And you know, it's like we take little baby steps forward, and we look around us, and they're 3 giant steps backwards. You know, I had a wonderful experience this morning. I met with people from Google who are absolutely committed to creating biophilic office environments, not because they think it's being nice to their employees, but because they think it's going to make their employees more creative, more productive, happier, more satisfied, more loyal to their the company. But for every Google, you know, the average office worker in the United States, anyway, and probably Canada as well, works in a windowless environment in a sensory-deprived setting that we outlaw in zoos. We don't put non-human animals in sensory-deprived environments. We call it inhumane, ironically. And we try to create a naturalistic habitat that has something to do with their evolutionary biology and the environments in which they thrive. We don't do this for ourselves. So, you know, for every Google, there's 99, you know, companies that regard it as cost-effective to put their employees in a windowless setting. For every design like Edwards here, we have, you know, we have shopping centers that are, you know, that are just hard places where people, or office buildings where the investment is coming from far away with no concern whatsoever with the implications of that investment, and they want a return on that investment as quickly as possible, and the construction occurs on a very large scale, very quickly, without any consideration of the kind of relational or ecological or living qualities that have been articulated here. So, you know, we're living in a kind of modern morality play, and we're not sure, you know, what's the outcome. We don't even know if we've overshot the carrying capacity of humans on Earth. I mean, if you listen to Paul Ehrlich, it was at 1.5 billion, so we're already 7 billion. So, you know, I'm an optimist, like Bill and probably all the people on the panel, that we can create these compatible connections between natural systems and human systems in such a way that they are mutually complementary and beneficial, and we can enrich our environments just as our environments can enhance and foster us. But it's not at all clear what the outcome is going to be, because as you suggest, for every
inspiring example we have here, we have plenty of others that are very discouraging. I just want to share a hopeful story about developers really quickly. We have developers come to us and they're interested in making a profit, which is absolutely necessary for them to sustain their business. The question we've been asking them recently is, are you a building flipper? Do you just want to flip the building and get out and make a profit? Or do you want to be a community developer? And it's interesting that nearly every client in the last 5 years has said, no, we understand the benefits of being part of a community. And that future-proofs their work. It's actually more profitable for them to do so. So there's a sea change happening, folks. And I think we're telling ourselves the old story. And yes, there are a lot of dinosaurs out there, but let them go extinct. Don't be depressed. Merci, thank you. Merci pour ce mot de la fin, d'une certaine manière. On est en changement de paradigme, on est dans un shift de paradigme important, mais je pense que toutes les pièces ne sont pas encore mises ensemble, mais on va espérer, let's hope, that everything will. Et pour le mot de la fin, j'aimerais inviter Charles Mathieu Brunel, le directeur d'Espace pour la vie, à faire un mot de la fin. Et moi, j'en profite pour vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre intervention. Merci beaucoup. Bill, Edouard, Mario, Stephen, Anne, merci à vous tous. Puis peut-être dans une note aussi positive, des institutions comme Espace pour la vie reçoivent à peu près 2 millions de personnes par année. Vous êtes dans la salle à peu près 284. C'est déjà un mouvement. L'idée, c'est de créer un mouvement. Avec la Ville de Montréal, les promenades urbaines, les initiatives qu'il y a, le concours d'architecture, le mouvement Espace pour la vie, la grande place qui va être construite par le citoyen, ce mouvement-là est inéluctable. Et de voir que vous êtes là et de voir ces sommités ici qui nous aident à accomplir ça, il y a vraiment beaucoup d'espoir pour notre ville et pour cette planète. Merci d'être là.